C'est bon. Très bien. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous qui est présent ici. Bonjour à ceux qui nous suivent à distance. Merci d'avoir choisi cette thématique, cet atelier, patron en écologie, qui pour moi est un sujet qui m'est particulièrement cher parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est très important dans la société et en écologie particulièrement. Alors l'idée de cet atelier, en fait vient du fait qu'on n'attribue pas facilement aux écolos le fait qu'ils sont dirigeants d'entreprise, capables de diriger, capables d'investir, de s'investir, etc. On ne nous reconnaît pas naturellement ce rôle-là. Je trouve que c'est profondément injuste, parce qu'il y a plein d'écolos qui sont entrepreneurs, d'une part, et du coup c'est faux de prêter aux écolos cette incompétence. Donc, je trouve que c'est donc important de traiter le sujet et de rentrer dedans et de le prendre à bras-le-corps. Alors, l'objectif que je souhaitais donner à cet atelier, c'est le premier point, c'est ouvrir un cercle de réflexion sur c'est quoi les entreprises de la nouvelle économie. En 2022, les écologistes, les vrais écologistes, prendront le pouvoir, et du coup, quand ils prendront le pouvoir, c'est quoi qu'ils vont mettre en place pour que les entreprises de la nouvelle économie sortent de leur incapacité à aller au bout du chemin qu'elles rencontrent aujourd'hui, parce que tous les outils ne sont pas en place. Il manque des véhicules juridiques pour aboutir, on va en parler, il manque d'aide, de soutien, etc. Donc je pense que c'est important de se poser la question aujourd'hui et de travailler à cet avenir-là et de le valoriser par rapport aux expériences déjà existantes, parce qu'il y en a de nombreuses qui sur le terrain ont déjà investi ce champ de l'entrepreneuriat, de la nouvelle économie, et donc aujourd'hui on a des invités qui vont nous en parler. Alors pour introduire un petit peu cette séquence, je commençais par évoquer les besoins auxquels devra répondre la nouvelle économie. Il y a toutes les activités économiques qu'on peut naturellement reterritorialiser. Je dis naturellement reterritorialiser parce qu'on oppose souvent entre, oui, l'économie, surtout quand on sort de la mondialisation, comme on vient de le vivre depuis 2-3 décennies, l'économie ne peut être que mondialisée, ce qui est faux. Il y a énormément de champs d'activité qui peuvent être territorialisés et qui tiennent la route en étant territorialisés. Je pense à l'alimentation. On peut reterritorialiser largement l'alimentation, et je sais que c'est une activité importante, je la connais particulièrement par mon passé de président de Biocop, mais je pense aussi à la santé, je pense aussi à l'énergie, au moins en partie, mais on peut le faire, et ça Amandine nous en parlera. Je pense à l'éducation, pour la partie vie des établissements notamment, je pense au transport, je pense au recyclage des matériaux, je pense au bâtiment, je pense à tout ce qui concerne les nouveaux matériaux de construction, etc. Je ne vais pas tous les citer, il y a énormément de pans d'économie qui peuvent se reterritorialiser. Et tous ces pans d'économie marginalisés et pourtant plébiscités par les gens aujourd'hui qui ne veulent pas consommer plus local. Donc c'est un vrai sujet que de pouvoir le mettre dans les orientations de la nouvelle économie. Et puis après, il y a le deuxième pan que je ne veux pas oublier, c'est rendre compatibles nos économies industrielles avec les besoins, entre guillemets, climat. C'est-à-dire comment on fait pour faire mieux avec les activités industrielles. Je pense entre autres à l'automobile, à l'aéronautique, au numérique, à l'énergie, au transport, voirie, bâtiment aussi, qui devraient être fermement réorientés vers plus d'écologie, plus de responsabilité, d'exemplarité, de solidarité avec les autres régions du monde. On ne peut plus continuer à travailler l'économie industrielle comme on la travaille aujourd'hui, sur ce plan-là, avec plus de social, plus d'intégration, en un mot, vers plus de valeurs sociétales et de préservation des biens communs de l'humanité. Moi, j'ai un adage que j'aime bien rappeler, c'est que nous n'héritons pas notre planète de nos ascendants, mais nous l'empruntons bel et bien à nos descendants. Et quand on pense comme ça, le monde, il s'organise évidemment totalement différent de comment il s'est organisé dans les dernières décennies et dans le dernier siècle. Les entreprises jouent un rôle clé sur ce chemin, car ce sont elles qui
qui sont à la manœuvre dans l'innovation, la recherche et l'engagement dans des pratiques vertueuses. Ces pratiques plus vertueuses ne doivent plus être mises en compétition avec l'économie productiviste dont les effets ne peuvent pas être rectifiés ni réparés. La nouvelle économie doit s'orienter vers une économie sociale, solidaire, qui protège les biens communs de l'humanité et du vivant, parce que les biens communs, ils n'appartiennent pas qu'aux humains, ils appartiennent à tout le monde du vivant de la planète. Évidemment, on pense à l'air, à l'eau. J'aime bien citer la fertilité des sols, parce que c'est un vrai sujet en perdition aujourd'hui, et c'est quelque chose qui me semble extrêmement important. La biodiversité, c'est déjà plus connu, le bien-être animal, etc., etc. C'est une économie du long terme, du partage des richesses, de la sobriété heureuse, pour reprendre l'expression de Pierre Rabhi, du recyclage et du vivant préservé. Les freins que rencontrent ceux qui se sont déjà mis à l'œuvre dans ce sens-là, je voudrais revenir un petit peu sur les véhicules juridiques qui porteront la nouvelle économie. Pour recentrer les économies par nature territorialisable, il est indispensable de reconnaître les liens d'interdépendance positive qui relient les parties prenantes d'un territoire et de leur donner un statut adapté à ce besoin particulier de lien en coopération. Ce principe n'est pas porté dans les véhicules juridiques existants. On touche ici notamment à l'accès aux décisions d'élaboration de stratégies d'entreprise sur son territoire, notamment. Et dans les parties prenantes, je pense particulièrement aux salariés des entreprises du territoire. C'est-à-dire que moi, je ne me mets pas dans la configuration d'une seule entreprise, dans une réelle participation aux décisions. Donc dans cette hypothèse d'organisation, nous ne pouvons plus entendre que l'économie en coopération puisse être qualifiée d'entente et donc illicite. C'est le cas aujourd'hui. Il faut maintenant remplacer la concurrence par la coopération. C'est fondamental. C'est une autre orientation de vision du monde. Tout le modèle économique étant basé sur le volume et la masse pour amortir les coûts pour la compétitivité, ces modèles mettent les outils économiques locaux en désuétude avant même de commencer. Les aides publiques à l'économie locale doivent contrebalancer ce fait. Une sorte de service de l'économie du bien public localisé est à inventer, est à mettre en place. Le virage que notre civilisation au début du XXe siècle prend nous dit la volonté de sortir d'une mondialisation pour aller vers une relocalisation. Les véhicules d'aujourd'hui qui font défaut, je voudrais citer juste le statut coopératif, qui est un excellent statut, mais qui a été créé à une époque où on cherchait à régler des problèmes pour une corporation professionnelle. Donc les statuts coopératifs en France, ils sont très mono-acteurs. Le virage qu'on doit prendre maintenant, c'est de s'unir pour un projet de société, un projet de territoire. Donc, créer des statuts qui aillent dans ce sens-là. C'est très différent, en fait, sur le fond. Donc, il y a des choses nouvelles à mettre dans ce statut coopératif. Donc, le sujet de la gouvernance des entreprises est très vaste. Je n'ai pas parlé des modes de prise de décision, de la transparence des décisions, de l'encadrement du pouvoir des dirigeants, de la nomination et de la rémunération des dirigeants. Dieu sait si c'est des sujets importants, hein, vous les connaissez, on en parle de temps en temps dans les médias, du pilotage de la stratégie, des rapports RSE, de la comptabilité universelle, bref, tout ce qui touche au fonctionnement de la gouvernance en lien avec les valeurs de la nouvelle économie. Aujourd'hui, on va se centrer sur 3 points, 3 axes. Le premier, c'est la question de la mission des entreprises de la nouvelle économie. Le deuxième point, je voudrais qu'on aborde, c'est le modèle de gouvernance à travers la question du statut. Et puis le troisième, c'est le sociétariat multi-acteurs, interdépendance, coopération. Donc pour ouvrir cette réflexion, on a 3 intervenants, dont un qui n'a pas pu être là au dernier moment, 3 intervenants, donc on a 2 intervenantes qui sont présentes. Je parlais du premier qui est Sébastien Coinet, qui est le directeur général de Éléphant Vert. Éléphant Vert, c'est une entreprise qui fait des produits phytosanitaires 100% bio. Une alternative totale à la chimie et aux géants de la chimie dans son entrepreneuriat. Donc Sébastien n'a pas pu être là pour des raisons familiales ce matin. Néanmoins, on l'a enregistré. Donc vous pourrez le voir et avoir son témoignage sur la suite des JDE, là, quand vous pourrez consulter et revoir les différents ateliers. Je dis ça aussi pour ceux qui me suivent à distance. Et puis on a, qui est présente ici, Amandine Albizati, qui est la PDG d'Enercop, et on a aussi Fatima,
Fatima Riari, qui est la fondatrice et directrice des Jardins de la Montagne Verte à Strasbourg. Donc, moi, je ne vais pas parler plus longtemps, je vais leur donner la parole pour qu'elles abordent la présentation de leur parcours personnel rapidement, mais qu'est-ce qui fait qu'un dirigeant arrive dirigeant à un moment donné à la place où il est. Ils présentent le contenu, la mission de leur entreprise, et puis un point aussi sur commencer à ouvrir le débat sur ce que je disais dans l'introduction, c'est quoi les freins qu'elles rencontrent aujourd'hui dans leur activité qui inhibent ou rendent plus difficile l'activité de l'entreprise parce que tous les outils ne sont pas à leur disposition. Je propose donc de commencer par toi, Amandine, à te présenter Enercop pour une bonne douzaine de minutes. Allez, à la parole. Merci Claude pour le défi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais essayer d'aller vite pour répondre à toutes ces questions. Donc, d'abord, mon cheminement personnel. Donc, je suis sortie d'école de management en 2002 et j'ai choisi délibérément de travailler directement dans l'économie alternative, l'économie sociale et solidaire, transition citoyenne, on l'appelle comme on veut. Et donc j'ai travaillé 17 ans dans la finance solidaire, essentiellement au sein de l'équipe dirigeante de la NEF, qui est une banque éthique qui finance des projets sociaux et environnementaux, qui est une magnifique coopérative. Et mon moteur à moi, il a d'abord été un engagement social, donc un engagement de lutte contre les inégalités, de voir comment l'économie et la finance peut être un levier de solidarité, de création de liens sociaux, comment on peut accompagner donc, des créations d'entreprises qui cherchent en premier lieu à répondre à un besoin social dans les quartiers, le logement, la lutte contre l'exclusion. J'ai rencontré des super dirigeants d'entreprises d'insertion et finalement l'écologie, elle est arrivée après le social, mais on a donc à la rencontre dans mon métier qui était le financement de projet, du monde de l'agriculture paysanne, de la biodynamie. Donc on a créé Terre de Liens. Et donc les chiffres m'ont marqué. 200 fermes qui disparaissent chaque semaine, 1300 hectares d'espaces naturels ou agricoles qui donc, sont bétonisés chaque semaine. Donc c'est l'accaparement des terres, la disparition de la terre, c'est quelque chose qui m'a marqué, mais aussi évidemment donc, toutes ces rencontres donc, dans du monde paysan, avec une espèce de philosophie aussi. Et puis, tu parlais de la sobriété, et je peux quand même dire qu'au départ, quand j'étais plus jeune, mais donc, quand on travaillait sur les fondements de la Banque éthique européenne, on avait inscrit la sobriété comme principe éthique fondateur, et moi à l'époque, je sais pas, ça me faisait un petit peu violence quelque part, parce que pour moi c'était un peu aussi un renoncement à l'excentricité, à la démesure, enfin, quelque chose de très vivant. Je trouvais les sociétés américaines quand même un peu austères. Et finalement, donc, je pense que c'est Patrick Vivray qui m'a réconcilié avec la sobriété, avec la dimension de la joie et la société du buen vivir. Voilà, donc j'ai toute une réflexion sur la sobriété parce que je trouve que chez Enercop, alors je pense qu'on va me taper sur les doigts si je ne dis pas qu'évidemment dans les piliers donc, du scénario négawatt, il y a la sobriété, que le meilleur électron c'est celui qu'on ne consomme pas évidemment, mais il reste que dans tous les modèles concrets, on n'a pas encore trouvé exactement le modèle économique pour, par exemple, la maîtrise de la demande énergétique, pour cette sobriété. Et puis aussi, il y a toujours des paradoxes dans notre monde de l'entreprise.
On peut toujours faire l'éloge de la lenteur, mais chez Enercop par exemple, ça va très vite, on est vraiment dans un rythme, et donc j'aimerais bien trouver cette sobriété aussi dans notre entreprise, même si évidemment les salariés sont très écolos, ils arrivent à vélo, ils voient dans des bocaux de petits pois, mais il y a toujours ce truc du rythme dans lequel on vit, et donc dans mon parcours, je vais un peu longuement, mais donc je suis arrivée avec cette question du social et de l'écologie, et en fait j'ai expérimenté que pour transformer cette société, pour une réelle transformation sociale, il faut vraiment repenser le rapport au travail, le rapport à la production, le rapport à l'habitat, à l'agriculture, et que finalement c'est autant une transformation personnelle qu'une transformation sociale. Et c'est bien une économie du lien qu'il faut trouver. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée chez Enercop, et donc autour de cette économie du bien commun. Donc j'ai d'abord été partenaire fondatrice d'Enercop à travers la NEF, puis administratrice, et donc depuis 3 ans présidente. Et le conseil d'administration m'a demandé de prendre la direction générale il y a 1 an, à un moment où on traversait une crise institutionnelle, une crise interne, qui était plutôt une crise de polarité entre le local et le national. À un moment où en fait Enercop était dans une dynamique de changement d'échelle, donc de professionnalisation, de recrutement d'experts métiers, et donc avec aussi des enjeux économiques qui se sont percutés en même temps. Donc c'était un peu une crise de croissance avec des aléas climatiques qui font partie de notre métier de fournisseur, et donc cette crise nous a amené à prendre des modes de management peut-être un peu plus resserrés. On n'a pas lancé le biogaz quand on voulait, etc. Et donc on a eu cette crise politique qui a fait que je suis arrivée là. Et donc Claude, tu me demandais pourquoi prendre ce risque de devenir mandataire social avec toutes ces responsabilités. Moi je crois que j'ai pas tellement connu, j'ai connu chez Enercop un projet complet d'entreprise de transition, donc à la fois transition écologique, mais aussi comment on pense la transition sociale et l'organisation à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est ça qui m'a attirée dans cette espèce de projet de transformation de la société dans une petite entreprise qui est Enercop, avec ses 200 salariés. Et un autre aspect du monde bancaire dont je venais, c'est que Enercop n'était pas régulé comme la NEF avec la Banque de France, avec un régulateur sur les têtes. Et c'est vrai que fournisseur d'électricité, on a pu expérimenter énormément de choses, avec une chance qu'on a, qui est qu'on a des super clients. On a des super clients qui sont aussi nos sociétaires et qui nous poussent en fait dans notre projet d'entreprise à être toujours plus vertueux et plus en lien avec notre projet fondateur. Et donc j'en viens à ce modèle qui est celui d'Enercop. Donc la mission en une phrase, c'est d'être un fournisseur d'électricité accélérateur de la transition énergétique sur les territoires. Donc cette activité a été pionnière quand le marché a été ouvert aux particuliers donc en 2007. Donc Enercop était le premier fournisseur alternatif aux fournisseurs historiques. Aujourd'hui, il y a pléthore d'offres d'électricité. Il y a 75 fournisseurs agréés en France, et puis aussi des entreprises locales de distribution. Donc il y a près de 200 fournisseurs d'électricité. Chacun, il y en a beaucoup qui ont développé des offres vertes. Et donc la question aujourd'hui, c'est celle de la différenciation. En fait, c'est pas tellement de voir est-ce que les offres existent, mais c'est est-ce qu'elles sont visibles. Est-ce que le modèle d'Enercop, le modèle d'électricité vraiment verte, est visible par rapport à des modèles d'électricité vertes qui sont appuyés sur un accès au nucléaire, donc à travers le mécanisme de l'AREN, au nucléaire d'EDF. Et aujourd'hui, c'est comment vous pouvez nous aider effectivement à ce que le label des offres vertes puisse donc faire différence
sur notre modèle en contrat direct avec des fournisseurs, des producteurs locaux. Et c'est pas gagné parce que finalement, quand il y a eu le dernier rapport de Greenpeace sur les offres vertes en novembre l'année dernière, donc on s'est retrouvé premier ex aequo. Et premier ex aequo, c'était une mauvaise nouvelle pour nous, dans la mesure où, d'abord, notre différence coopérative, le fait qu'on soit le seul fournisseur non lucratif, ça faisait pas de différence. Mais non plus le fait qu'on était le seul qui refusait de souscrire à l'AREN et donc d'asseoir notre modèle sur de l'électricité nucléaire. Donc, du coup, y compris pour des ONG partenaires, même fondatrices de l'ENERCOP d'ailleurs, donc il y a aussi une question d'arriver à faire reconnaître notre modèle. Et en 2 mots, notre modèle d'organisation de gouvernance, c'est quoi? C'est une coopérative, mais en fait, donc il y a 3 dimensions. La première dimension, c'est ce côté coopérative citoyenne. Donc en fait, un client d'ENERCOP, il peut devenir sociétaire, prendre des parts sociales. Et sur nos près de 100 000 clients, on a 46 000 sociétaires. Et donc, à travers du multisociétariat, c'est-à-dire que nous sommes des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Ça veut dire qu'il y a un collège producteur, un collège consommateur, un collège des collectivités, un collège des partenaires de l'ESS. Et ce qui fait que les intérêts divergents, quelquefois, de ces différents acteurs, en fait, ils sont discutés, débattus à l'intérieur de l'entreprise dans sa gouvernance. Donc ça, c'est un premier aspect qui fait que aussi, ce sont nos sociétaires, nos clients qui financent le développement d'entreprise, qui apportent les capitaux, et ça c'est déterminant pour savoir si l'entreprise, elle va plutôt dans le temps se rapprocher de son projet social, de sa mission première, ou alors si elle va répondre à d'autres enjeux plus financiers. Donc ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect de notre modèle de gouvernance, c'est la question territoriale, c'est-à-dire que dans notre modèle de croissance, on a choisi de décémer des coopératives locales qui sont des circuits courts de consommation-production et donc de grandir en se rapprochant du territoire. Et le troisième aspect de notre dimension de gouvernance, c'est la gouvernance partagée à l'intérieur de l'entreprise. C'est comment on prend les décisions, donc comment on s'organise dans l'entreprise. Alors, vous avez entendu parler des entreprises libérées, l'holacratie. ENERCOP s'est inspiré de tout ça. Et moi, j'irais jusqu'à effectivement même la circulation de la parole dans une réunion dans l'entreprise. Donc avec des principes de sociocratie, d'entendre chacun, de un peu découper la pensée de l'intelligence collective pour avoir des temps de clarification, de ressenti, etc. Et donc, la gouvernance, c'est jusque-là, parce qu'en fait, il y a la question statutaire, qui vote à l'Assemblée générale, qui a quel poids, mais il y a aussi la question de comment se vit réellement la circulation de l'information, le pouvoir dans l'entreprise, et je pense que c'est tout ça qui forme le modèle de gouvernance. Et du coup, si on revient sur la question, pour conclure, des difficultés rencontrées, des freins majeurs que ce modèle d'entreprise très complexe, très riche, rencontre aujourd'hui, tu parles de quoi? Alors, le premier, j'en ai déjà parlé, c'était la différenciation, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un marché de masse. Et du coup, comment cette complexité, cette richesse du modèle, on l'a fait comprendre au public. Donc ça, c'est avec du greenwashing partout. Donc ça, c'est un enjeu. Un autre enjeu, c'est celui donc, du financement de notre croissance. Parce que quand on est une coopérative à but non lucratif, forcément, donc ça peut moins intéresser des financeurs. Et c'est pour ça qu'on s'appuie sur nos sociétaires, sur la finance éthique. Mais notre deuxième tranche de 15 millions d'euros dont on a besoin, où est-ce qu'on va la trouver? Ça, c'est un enjeu. Et le dernier, c'est, je voulais juste retomber sur un sujet RH, c'est les équipes, les recrutements. Quand on est fournisseur d'électricité, en fait, on est facturier. Et facturier, c'est des équipes numériques. Comment on fait pour recruter donc, des équipes numériques dans l'échelle de salaire de 1 à 3 que l'on s'est donné? Donc avec un écrasement des salaires, avec un marché du travail dans le numérique qui est avec une offre pléthorique pour les personnes, et aussi comment on garde nos salariés. Alors nos salariés, ils sont très heureux chez ENERCOP, ils sont hyper engagés,
Mais il y a toujours le moment où ils veulent aller faire du pain, élever des chèvres, et je pense que là, vraiment, avec la DRH, on se dit, là, il va se passer un truc cet été, c'est qu'il va vraiment falloir qu'on repense le rapport au travail, le rapport au temps de travail, pour que on garde nos équipes et qu'elles s'en aillent partout dans les villages. Merci Amandine pour cette présentation. Un peu long par rapport au timing prévu. Là, on est à la moitié de la réunion. Donc Fatima, c'est à toi et tu vois ce que tu as à gérer. Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis de Strasbourg. Pour rappeler un petit peu mon parcours, peut-être, j'ai fait un DESS de ville et conflits à l'époque, ensuite un DEA de sociaux, en plus de l'École nationale en santé publique de Rennes. Donc, j'ai eu une dizaine d'années de travail en institution. Et après 10 ans, j'ai décidé de créer les Jardins à la Montagne Verte. Et là, je vous propose de faire un petit pas de 20 ans en arrière. 20 ans en arrière pour que je vous explique comment, moi, avec mon petit tailleur, je suis arrivée pour dire je veux créer une exploitation agricole en milieu urbain, au centre de Strasbourg, et je veux y embaucher des gens qui ont besoin de travail. Donc j'aime autant vous dire que d'une, ça n'a absolument pas percuté chez personne, la première fois en tout cas. Et on m'a dit, c'est bien votre truc, mais on n'a pas les moyens. D'abord, consommer bio, c'est pas très intéressant en ce moment. Déméter, ça nous intéresse pas, on connaît pas. Produire en ville, c'est pas possible. Faire de l'agriculture urbaine, on n'a jamais connu. Donc voilà, donc autant vous dire que dès le début, puisqu'on parlait de freins, c'était les premiers freins, mais c'était assez intéressant de relever quand même le défi, parce que pour pouvoir changer un peu le monde, changer en tout cas nos logiciels, il faut à la fois y croire, mais il faut avoir envie d'aller de l'avant. Donc à l'époque, j'ai quand même décidé de créer cette structure. Je l'ai créée sous format associatif. Et donc j'ai créé la première, ou en tout cas l'association Les Jardins à la Montagne Verte à Strasbourg. On a démarré en 2001 avec une dizaine de salariés. Aujourd'hui, on est annuellement entre 150 et 170 salariés. Nous produisions des légumes biologiques et des plantes à parfum aromatique et médicinal. Alors comment on en vient à l'écologie et pourquoi avoir fait ce choix il y a 20 ans, puisque en 20 ans, vous avez vu qu'il faut longtemps pour changer, puisqu'aujourd'hui on parle d'agriculture urbaine. Aujourd'hui on est là, cet atelier, je ne suis pas sûre qu'il y a 20 ans il aurait eu lieu. Donc il y a un certain nombre de changements qui se font, mais ils demandent du temps et ils demandent une forme de résilience à la fois des entrepreneurs et des organisations qu'ils dirigent ou qu'ils mènent ou qu'ils développent. Donc à l'époque, produire bio, produire local, vendre proximité, c'était quelque chose qui parlait peu. Ce qui m'intéressait moi dans cette organisation agricole, c'était qu'on avait la possibilité d'offrir du travail à des personnes qui pouvaient avoir des difficultés d'emploi ou qui n'avaient pas d'emploi tout simplement, qui pouvaient produire des légumes en fait qui étaient des légumes à plus-value environnementale absolument intéressante à l'époque, ça l'est toujours. Mais surtout, on touchait à des citadins qui avaient besoin de travailler, puisque le travail, en fait, c'est les citadins, ils ont besoin de travailler, donc ils sont où? Ils sont dans la ville. Et les gens qui consomment et qui ont envie de consommer sain, proximité, local, bio, rapproché, c'est des citadins. Donc il fallait faire en fait un rapprochement, presque une double culture de deux pans qui ne se touchaient pas. Le travail à l'intérieur d'une ville, dans une exploitation agricole, dans une exploitation urbaine. J'aime autant vous dire que pour obtenir le numéro d'exploitation agricole urbaine en package en ville, c'était assez romanesque. Mais voilà, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, donc si l'occasion se présente, je vous expliquerai. Mais du coup, rapprocher deux pans en fait qu'on pensait impossibles, c'était ça le défi et c'était ça ce qui était intéressant. Donc il fallait, la double culture, c'était quoi? C'était dire à des citadins qui peuvent consommer localement dans leur ville, qu'ils peuvent consommer bio dans leur ville,
qu'ils peuvent chercher leurs légumes dans leur ville et dire à des citadins, oui, on peut produire agricole dans la ville. Aujourd'hui, ça paraît évident, et vous êtes là, ça vous paraît logique, mais ça n'a pas toujours été. Donc pourquoi ce modèle? Parce que c'était un des modèles qui se prêtait le plus pour créer quelque chose comme ça, et surtout pour permettre que cette pluridimensionnalité des choses puisse s'accomplir à l'époque. C'est-à-dire avoir des salariés, avoir un conseil d'administration, puisque c'est associatif, avoir des adhérents, avoir des bénévoles, avoir des sympathisants. Donc tout ça permettait que cette structure pouvait effectivement se mettre en place et se développer. Sur la méthode managériale, ce qui m'importait moi à l'époque, c'était qu'une organisation soit une organisation engagée, puisque moi-même j'avais décidé de m'engager sur quelque chose où on pensait que ça n'allait pas fonctionner. Donc un engagement engagé, c'est quoi? Un engagement engagé avec les collaborateurs, c'est de leur dire vous êtes responsable de ce que vous allez faire. Vous allez le mener de façon même presque intrapreneuriale à l'intérieur de l'organisation. Vous vous engagez sur un certain nombre d'objectifs, sur un certain nombre d'actions et sur un certain nombre de résultats. Un management engagé, c'est aussi de dire à quelqu'un qui arrive, ben, il n'arrive pas pour 6 mois, il n'arrive pas pour 1 an. Parce que nous, il nous faut à minima 3 saisons de production pour que ce soit rentable. Donc, tout ça fait qu'on va avoir un parcours ensemble qui ne va pas être quelque chose de pérenne, de 10 ans, de 20 ans, quoi qu'il y en a qui sont là depuis très longtemps, mais on va avoir un parcours où on va cheminer parce qu'on va apprendre les uns des autres et parce que ce type de management va créer de la richesse. Alors, de la richesse comment? De la richesse en compétences, de la richesse en développement local et en économie locale, de la richesse en formation professionnelle, puisqu'on va accompagner des personnes qui sont des citadins, qui ont envie aujourd'hui, c'est presque évident de se diriger vers le vert. J'entendais tout à l'heure, tu disais, mais tout le monde a envie de faire quelque chose d'un peu exceptionnel de sa vie, mais c'est aussi le cas. Mais on peut aussi créer des parcours professionnels dans nos organisations qui permettent ça, qui permettent d'avoir des perspectives, des ouvertures, parce que nos organisations sont à la fois modifiables et elles sont capables effectivement d'amener tout ce qui est inédit aujourd'hui pour permettre à des collaborateurs de voir rien, de voir loin, mieux et différemment. Donc cette approche-là, c'est quelque chose qui est difficile à travailler, mais qui est extrêmement rentable sur le plan RH et sur le plan, je dirais, de l'épanouissement interne des personnes. Donc, pardon? Ah, 2 minutes. Donc je vais conclure, puisque tout à l'heure on parlait des freins, mais c'est bien dommage qu'il ne reste plus que 2 minutes. Sur les freins, moi ce qui me plaît dans une entreprise, c'est qu'on contribue à ce qui se passe localement. Alors bien sûr, toutes les entreprises payent, mais j'aimerais qu'on paye, nous, en tout cas les structures qui sommes impliquées localement, territorialement, dans nos régions et dans nos territoires, de façon différente. Pourquoi? Parce que j'aimerais qu'on voit notre plus-value sociale, notre plus-value environnementale, notre plus-value économique. Et pour ça, en fait, c'est pas que je refuse de payer, je veux que mon entreprise paye. Mais je veux qu'elle paye en investissant dans l'avenir, en faisant des investissements pour l'avenir. Je ne veux pas qu'elle paye pour les erreurs de hier. Et ça, c'est une vraie difficulté pour moi. Je vais vous parler pour le bio. Le bio, moi, si je dois le vendre dans une grande surface, je dois l'emballer. Si je dois prouver que je suis bio, je dois payer. Si je dois prouver que je suis Déméter, je dois payer. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi est-ce que moi, je dois payer pour quelque chose, finalement, qui est sain, proximité, qui produit de l'emploi, qui à la limite participe à la santé publique, qui répond à une politique publique? Pourquoi est-ce que moi je dois être sanctionné comme ça? Et je trouve que c'est une sanction. Alors que je préférais que ma contribution soit une vraie contribution pour demain. Vous parliez des descendants. Oui, je voudrais que ma contribution soit celle-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un des points sur lesquels j'aimerais vraiment qu'on change l'économie de demain et l'entrepreneuriat de demain. C'est de dire demain comment est-ce qu'on peut effectivement
valoriser différemment les entrepreneurs qui ont des organisations durables et des entreprises qui portent un intérêt particulier à leurs concitoyens, à leur territoire et à la dynamique économique qu'elles peuvent créer. Je ne sais pas si j'en vois. Moi, je propose qu'on arrête là. Et vos interventions, vous pouvez les compléter à travers les questions qui ne manqueront pas d'être posées. Je voudrais qu'on passe maintenant directement, et je ne fais pas de synthèse, moi je veux gagner du temps là pour aller directement vous passer la parole pour que vous nous disiez ce que ces propos et ces expériences vous inspirent et quelles questions ça vous amène à poser. Et ne perdez pas de temps pour la première parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Qui c'est qui commence? Il est branché. Il y a quelqu'un qui est là. On entend ça? On va en prendre deux. Je propose qu'on prenne des questions par deux ou par trois et qu'on y réponde par questions groupées, comme ça on gagne du temps aussi, que ça permet de poser plus de questions. Oui, alors, deux remarques. D'abord, l'expérience dont vous venez de parler, madame, sur les jardins, je trouve qu'elle est sans admiration, je trouve ça magnifique ce que vous avez fait, surtout si c'est il y a 20 ans. La question juste que je me posais, quand vous avez fixé à Strasbourg, comment vous avez eu accès à la terre? Parce que voilà, cultiver avec presque une centaine de personnes, on imagine quand même une surface suffisamment grande. Je ne sais pas si vous avez fait de la permaculture, ou enfin, comment vous avez eu accès à la terre. Et alors sinon, j'ai une autre remarque pour Enercop. J'ai adhéré à Enercop il y a quelques années, j'étais très emballée, j'ai souscrit, j'étais sociétaire et tout ça, je trouvais ça génial, j'avais compris que c'était une alternative à l'électricité nucléaire, mais en fait, je me suis aperçue, et vous allez me dire si je me trompe, je me suis aperçue qu'en fait, Enercop fournit des abonnements à l'électricité, donc effectivement, il y a un geste militant, mais en fait, au niveau de la production d'électricité, je suis en Aquitaine, il n'y a quasiment rien. Elle vient éventuellement de certains barrages ou je ne sais quelle autre installation solaire très peu, éolien très peu, dans d'autres régions. Et puis bon, après, par rapport à ces petites installations qui sont producteurs, il y a aussi des gros problèmes d'impact sur l'environnement quand on imagine par exemple des microcentrales dans les Pyrénées. Enfin, bref, tout ça pour dire qu'au niveau de la production d'électricité, malheureusement, il n'y a pas grand-chose et Enercop dépend encore du réseau national de distribution, c'est-à-dire, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me contredire là-dessus? J'aimerais bien. Voilà. Merci. Deuxième question, oui. Bonjour, Eric Denonda, je suis entrepreneur depuis 23 ans en forêt environnement et constitution d'espaces naturels. Donc, on a créé une entreprise qui est une entreprise SARL avec des difficultés depuis le démarrage parce que, comme toute structure, on a un peu de mal à démarrer, aucun apport bancaire. On a réussi à créer entre 13 et 15 emplois qui n'ont pas souhaité passer, donc c'est une des questions, qui n'ont pas souhaité passer en coopérative. Donc ça, c'est un problème. Et on est dans des situations où on est sur des marchés publics en concurrence avec des entreprises qui sont très grosses. Vinci, il y a une structure qui s'appelle Vivo, Eiffage a une structure, etc. Et Vinci est même venu pour nous montrer un peu la compétence de l'entreprise et venu nous piquer notre numéro 2. Donc on est vraiment dans des structures qui sont très difficiles et dans ces règles concurrentielles, on n'arrive pas à gérer le social, l'humain et l'économique des salariés de la façon dont on le souhaite. Même si on réussit à faire une gestion avec un écart salarial qui est de 1 à 2,5, on est quand même obligé d'avoir des ouvriers, des agents de production qui sont sur des niveaux salariaux qui sont totalement insuffisants. Il faut avoir cette réalité. Et dans la concurrence économique, aujourd'hui, on a du mal à passer ces caps-là. Pour nous, les freins, c'est la réalité de la concurrence et la présence aujourd'hui du greenwashing des grands groupes. Ça, c'est une réalité. Deuxième niveau de difficulté, c'est le maintien des salariés compétents dans les structures, alors qu'on a des tentatives et des réussites de débauchage qui sont extrêmement importantes et qui nous mettent très en difficulté. Et le dernier niveau, qui est la difficulté de passer d'un statut de SARL ou de SAS à un statut de SCOP, parce que ça implique, de la part des compagnons, un investissement qui est totalement différent de celui des salariés.
même si on a un fonctionnement qui, dans la structure, est plutôt ouvert et plutôt proche d'une coopérative, on est quand même en difficulté là-dessus. Donc, il va falloir trouver des techniques et des moyens de management là-dessus. Merci pour ces deux questions. On en prend une troisième ou on répond déjà à ces questions-là? Si on n'a pas de troisième, je propose qu'on réponde. Tu commences avec la question qui t'était posée sur comment on a accès au... Alors pour les terrains, donc c'est un autre épisode qui a été plutôt compliqué, puisque il y a 20 ans, la création d'une exploitation agricole urbaine en milieu urbain, c'était compliqué. Le foncier, il y a une grosse pression dans toutes les villes, particulièrement à Strasbourg, et que de toute façon, en venant toute neuve, on n'allait pas prendre de terrain agricole, puisqu'en général, ils sont tous pris. Donc devinez ce qu'on m'a proposé, et ce que j'ai loué, et ce sur quoi je travaille depuis 20 ans, que des zones inondables. C'est-à-dire des zones que personne ne voulait utiliser. Mais aujourd'hui et à l'époque, des techniques agricoles comme des techniques de production se prêtent complètement à la production sur ces zones et on maintient vert de ces zones. Donc effectivement, aujourd'hui, on produit sur une dizaine de hectares uniquement en zone inondable et on a une production régulière de 3 à 4 tonnes de légumes et de plantes par semaine. Donc c'est tout à fait faisable. Et je crois que c'est peut-être une manière de réfléchir l'urbanisation et en tout cas le paysage qu'on peut avoir dans nos villes, y compris sur ces zones inondables où on a la chance en tout cas de les maintenir en terre agricole. Bien sûr, alors l'autre difficulté sur ces terres, c'est qu'on n'est qu'en convention révocable à tout moment. Donc ça fait 20 ans que je produis sur des terrains, et ça fait 20 ans que j'ai pas de baux agricole sur ces terrains. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le jeu pour continuer à faire vivre des organisations comme la mienne. Le jeu qui n'est pas très loyal compte tenu de l'emploi que ça crée et de l'économie du territoire que ça crée. Ça fait partie des révolutions qui sont à faire pour l'avenir dans la nouvelle économie. Amandine, c'est qui les producteurs d'électricité de Montréal? Oui, donc j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y a un engagement des NERCOP donc, à se fournir donc, en contrat direct avec des producteurs. Il y a un peu plus de 300 producteurs. Alors dans le mix énergétique, effectivement, on a été très hydraulique pendant un certain nombre d'années pour des questions de coûts d'approvisionnement et la part de l'éolien augmente d'année en année. On est passé donc de 90% à 70% et ça diminue nettement encore pour l'année prochaine. En fait, donc, il y a à peu près une centaine de centrales hydrauliques, 140 centrales photovoltaïques et une trentaine de projets éoliens qui sont évidemment sur des volumes plus importants que le photovoltaïque, avec donc une évolution donc, du métier des NERCOP vers l'accompagnement à l'émergence de nouvelles installations, donc le métier de développement de moyens de production, que ce soit en assistance à maîtrise d'ouvrage ou en tant que producteur, et avec un modèle qui est le nôtre, qui est donc des énergies renouvelables citoyennes, donc portées par les habitants, les collectivités. C'est pour ça qu'on a créé aussi Énergie Partagée et qu'on est dirigeant de ce fonds-là, donc pour que ce soit bien avec une charte Énergie Partagée que vous pouvez regarder sur le site, et puis la carte de tous les producteurs des NERCOP qui est donc sur notre site internet. Alors, je connais moins les projets en Aquitaine, je ne les connais pas tous, mais donc je pense qu'on a la réponse en tout cas à ce que la totalité donc, de la consommation des clients, 450 gigawattheures l'année dernière, d'où vient cette électricité pour un volume qui était un tout petit peu supérieur à ça donc l'an dernier. Voilà, je ne sais pas si ça répond, vous pouvez en parler en particulier à la fin si vous le souhaitez. Pour la question, vous avez fait un joli répertoire des freins que rencontrent les entreprises économiques de la nouvelle économie. Moi, j'en retiens deux, mais on pourra échanger sur les autres. La question de la concurrence déloyale, quand on est face à des grands groupes qui font leur prix sur des coûts
sociaux faits de l'autre bout du monde, sur des coûts environnementaux qui tournent autour de la planète, et qu'on met ça en face à face avec des gens qui produisent sur le territoire, avec des coûts sociaux d'ici, avec le respect de l'environnement d'ici, etc., bien sûr qu'on est en pleine concurrence déloyale. Et parler des outils qui manquent, l'État, demain, devra accompagner cette contrepartie de la richesse produite sur les territoires par les entreprises qui le créent ici et qui le vendent ici, avec les coûts réels d'ici, avec une fiscalité adaptée, avec des financements à long terme, et vous l'avez abordé sur les besoins de financement sur le long terme, et vous aussi, quand on crée ce genre d'entreprise, il faut du temps pour le mettre en place. Sébastien Coinet, dans son entreprise Le Phyto, là, 10 ans de recherche pour mettre en place au point des produits très ciblés en phyto. Rentabilité de l'entreprise, c'est 10-15 ans après. Mais qui finance les 15 premières années pour créer cette alternative? Si ce n'est pas de l'argent long qui est mis à disposition des entreprises, ben elles n'arrivent pas à voir le jour, c'est l'initiative qui n'arrive pas à voir le jour, ou alors on a des entrepreneurs acharnés qui arrivent à les mettre, mais qui arrivent à un moment donné dans des impasses, des incapacités, ils n'arrivent pas à transmettre parce que ceux qui les regardent travailler disent mais moi je ne veux pas travailler comme ça, etc., etc. Donc on est face à cette difficulté. Après il y a la partie sociale, comment on fait en sorte que des salariés d'une entreprise aient envie de devenir entrepreneurs? Ben ça s'accompagne. Ça s'accompagne aujourd'hui, la transmission des entreprises en France, c'est un vrai problème. Rien ne se prépare à l'avance et c'est pas quelque chose qui est culturel et c'est pas quelque chose qui... Il n'y a pas d'école de formation à la reprise, parce qu'une reprise d'entreprise, c'est au moins 5-7 ans avant la transmission qu'il faut commencer à le préparer. C'est pas l'année où on va transmettre, c'est trop tard, c'est fini. Et aujourd'hui, dans des entreprises en France qui changent, vous savez qu'une entreprise française change de main en moyenne tous les 7 ans. Je veux dire que tous les 7 ans, on a vente d'une entreprise, donc perte de la richesse de l'entreprise, puisqu'elle part avec celui qui a vendu, donc celui qui reprend, on recrée cette richesse. Donc on a une économie qui est très sinusoïdale. Reprendre dans des conditions comme ça, c'est compliqué pour des salariés, parce que ça veut dire qu'il faut des capitaux pour reprendre, etc. Donc c'est pas forcément la solution, et c'est pas en tout cas l'esprit de l'économie nouvelle de demain. Donc après c'est quoi? C'est des entreprises avec des formats coopératifs, etc., qui vont pouvoir se poser et se structurer. Mais qui sont les dirigeants de ces entreprises-là demain avec toute l'état d'esprit de l'entrepreneuse et de l'entrepreneur qui doivent se mettre dedans? Et là, il faut trouver des outils, créer des écoles de formation. Il y a des nouveaux outils à inventer, c'est clair. Tu me fais signe qu'il reste 5 minutes. Il y a encore une question, 2. Allez, on les prend. Mais il faut aller très vite parce que je vous donne 3 minutes pour conclure. Il reste 4 minutes. On a vraiment débordé. Bon, donc je suis obligé de conclure parce qu'après ça sera coupé et ça n'empêche pas qu'on se voit après pour ceux qui ont des questions. On peut les poser après l'atelier. Donc moi pour conclure cet atelier, c'est je pense qu'on a énormément de gens qui sont prêts à s'investir en tant qu'entrepreneuses, entrepreneurs dans ces économies nouvelles. On ne les valorise pas assez aujourd'hui. L'aspect de la concurrence déloyale ressort très souvent. Donc ça, il y a un chantier énorme à réfléchir autour de ça. Il y a le chantier des statuts et des liens qui unissent les différentes parties prenantes sur un territoire, entre autres, quand on parle d'économie territoriale, à créer. Là, il y a à inventer. Vous savez, on a créé des statuts particuliers dans le temps. Après la guerre, quand il y a des gens qui s'investissaient pour l'État, on a voulu les reconnaître, on a créé le statut de fonctionnaire. Aujourd'hui, il faut créer le statut d'entrepreneur des territoires, il faut créer quelque chose de nouveau. Donc il va falloir imaginer. Les freins qui ont été évoqués, c'est quelques-uns qui ont été évoqués là, il y en a énormément qui existent. Moi, ce que je propose, à la fin de cet atelier, c'est de poursuivre ce travail de réflexion à travers un cercle qu'on pourra constituer. Moi, je veux bien lancer ça pour réfléchir ensemble justement aux nouveaux outils dont on a besoin pour contrecarrer, contrebalancer les freins, les résistances qui font qu'aujourd'hui, cette nouvelle économie a du mal à s'enraciner parce qu'elle est mise en concurrence purement déloyale avec les grandes économies classiques d'hier et d'avant-hier. Et du coup, c'est quoi ces nouveaux outils dont on a besoin? 1, les repérer, 2, les réfléchir pour commencer à les écrire, à les mettre en concret pour rendre de l'espoir à toutes celles et ceux qui veulent demain devenir ces entrepreneurs-là sur les territoires et transformer l'économie d'hier vers la nouvelle économie de demain, celle qu'on attend et celle qui sera beaucoup plus respectueuse
je globalise complètement, qui sera climat compatible, social compatible, sociétal compatible, pour qu'on change la donne par rapport à ce qu'on vit et ce avec quoi on n'est plus d'accord, nous ici, sur l'économie d'hier. Voilà l'appel que je lance à la fin de cet atelier, et j'espère que certains d'entre vous nous rejoindront et nous contacteront pour qu'on crée ce cercle de réflexion pour l'année, les 2 ans qui viennent, pour constituer ce club de réflexion. Merci à tous d'avoir participé, et merci pour votre Et bien sûr, merci infiniment à nos 2 intervenantes qui ont pu être là ce matin et qui ont pu apporter leur témoignage. Merci.